And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, of Ukraine. What's going on internationally? How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened in World War II. Et je suis maintenant rejointe par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, bienvenue à Meet the Press. Merci d'accueillir un diplomate russe. Merci beaucoup de vous joindre à nous après une semaine très importante. Plongeons directement dans l'actualité de ces discussions. Le président Poutine s'est-il engagé à rencontrer en tête-à-tête le président Zelensky? Eh bien, ce sont les spéculations qui sont répandues en premier lieu par M. Zelensky lui-même et ses sponsors européens. Ça n'a pas été discuté à Anchorage. Cela a été évoqué plus tard comme quelque chose qui est apparu de manière inattendue, comme une sorte d'impromptu, lors de la réunion à Washington entre le président Trump et ses invités. Le président Poutine a reçu l'appel du président Trump après cette réunion et il a clairement déclaré que nous étions prêts à poursuivre les négociations directes russo-ukrainiennes qui ont commencé à Istanbul et dont 3 cycles ont déjà été convoqués là-bas. Et il a déclaré que les réunions au plus haut niveau, les sommets, notamment entre les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine, doivent être bien préparés. Il faut donc convenir d'un processus préparatoire et pour cela nous avons suggéré d'élever le niveau des délégations qui se réunissaient jusqu'ici à Istanbul pour aborder des questions spécifiques qui doivent être portées à l'attention du président Poutine et de Zelensky. Et ces questions concernent à la fois des questions humanitaires, militaires et politiques. La dernière fois que nos délégations se sont réunies à Istanbul, nous avons proposé de créer 3 groupes de travail, notamment sur les questions politiques. Plus d'1 mois s'est déjà écoulé depuis. Il n'y a pas de réponse du côté ukrainien et quand M. Zelensky dit que la priorité immédiate est sa rencontre avec Poutine, eh bien c'est un jeu. Un jeu pour lequel il est assez doué car il vient du théâtre et s'efforce d'y rester. Il ne se soucie pas du fond. Et ce n'est pas par hasard qu'ils essaient maintenant, je veux dire les Ukrainiens et les Européens, qui ont assisté à la réunion de Washington, de déformer ce qui a été discuté à Anchorage entre le président Trump et le président Poutine, concernant notamment les garanties de sécurité. J'ai lu des rapports de Bloomberg hier et aujourd'hui disant que les négociations entre les États-Unis et la Russie sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine ont été en fait compromises en raison des demandes de Moscou d'inclure le principe de sécurité comme réciproque et indivisible. C'est une déclaration très révélatrice. La sécurité est un principe indivisible et comme tel réciproque et mutuel qui a été consacré dans de nombreux documents adoptés par consensus lors des sommets des organisations de sécurité et de coopération en Europe, notamment à Istanbul en 1999 et Astana en 2010. Ce principe stipule que personne ne peut renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. Aucune organisation dans l'espace européen ne peut prétendre dominer les questions militaires et politiques
Pourtant, l'OTAN fait exactement le contraire. Alors quand on nous accuse de porter atteinte à ce principe en sapant le processus de négociation entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, cela signifie que ces gens admettent qu'ils parlent d'une sécurité unilatérale et que ce qui est en discussion actuellement est une militarisation de l'Ukraine pour créer une insécurité de la Russie. Ces discussions qui ont eu lieu hier et avant-hier, après la réunion de Washington, indiquent clairement que les gens voient cette sécurité comme la seule sécurité de l'Ukraine et qu'ils sont prêts à envoyer une force d'intervention, une force d'occupation sur le territoire ukrainien pour affronter la Russie. Ils ne cachent même pas que c'est le but et pour nous, ce n'est pas une façon honnête de gérer cette situation. Le président Poutine et le président Trump ont discuté à Anchorage de garanties de sécurité mutuelles. Le président Poutine a donc rappelé les négociations initiées en avril 2022 à Istanbul par la partie ukrainienne, très peu de temps après le début de notre opération militaire spéciale. Au cours de ces négociations, le 3 avril 2022, la délégation ukrainienne a présenté son projet de mémorandum visant à parvenir à un traité visant lui-même à mettre fin à la guerre. Or, ces mêmes principes ont été paraphés par les deux délégations et en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine, ils ont été proposés par la délégation ukrainienne. Et je le souligne encore une fois, ils avaient prévu la création d'un groupe de surveillance garantissant la pérennité de ces accords, comprenant les membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ils ont mentionné également l'Allemagne, la Turquie et tout autre pays qui serait intéressé à rejoindre ce groupe de garants. Et qui garantirait ainsi la sécurité de l'Ukraine, reconnue comme neutre, non alignée, avec quelques blocs militaires que ce soit, et dénucléarisée. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous allons en venir aux garanties de sécurité. Nous allons avoir une grande conversation à ce sujet, mais je veux simplement m'en tenir à cette idée d'une rencontre en tête-à-tête entre le président Poutine et le président Zelensky. Ce n'est pas seulement Zelensky qui le dit à la Maison-Blanche, le président Poutine l'a dit au président Trump, il a dit qu'il était prêt à rencontrer le président Zelensky en personne. Alors la question est, comment pouvez-vous prétendre être sérieux au sujet d'un processus de paix alors que vous ne pouvez pas me dire si le président Poutine est prêt à rencontrer le président Zelensky? Écoutez, j'espère que ceux qui s'intéressent à ce qui se passe en Ukraine ont écouté les déclarations du président Poutine, contrairement à ceux qui essaient de les présenter comme vous faites. Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer le président Zelensky et encore hier, lors de ma conférence de presse après ma réunion avec le ministre indien, j'ai répété qu'il était prêt à rencontrer le président Zelensky à condition que cette réunion serve à autre chose qu'à procurer à Zelensky une opportunité de rester sur scène. Ce que nous ne pensons pas être utile à la cause de la paix. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il joue des rôles et se donne un spectacle. C'est sa formation professionnelle, mais cela ne résoudra pas le problème puisqu'il a déclaré publiquement qu'il refusait de discuter de territoire. Contredisant ainsi le président Trump et mes collègues américains qui ont déclaré que cette question devait être sur la table. Il a également déclaré que personne ne peut lui interdire de rejoindre l'OTAN. Ce qui remet encore une fois explicitement en question ce qu'a annoncé le président Trump. Il a également déclaré qu'il n'entendait pas restaurer les droits du peuple russophone ni annuler la législation qui avait été adoptée bien avant l'opération militaire spéciale
Des lois qui ont débuté en 2019, une série de lois qui ont été adoptées au Parlement ukrainien interdisant la langue russe, visant à éradiquer la langue russe, la culture russe, l'éducation russe, les médias russes et l'Église orthodoxe ukrainienne. Donc, quand il annonce qu'il se fiche de ce que nous demandons, de tout ce que le président Trump croit devoir faire partie de la solution, mais qu'il est prêt à rencontrer le président Poutine, nous nous demandons pourquoi faire. Satisfaire les attentes fantasmatiques d'une partie du public n'est pas le but de la diplomatie. C'est plutôt ce que font les comédiens, avec un entrain éventuellement apprécié de leur public. Bref, ce que je veux dire, c'est que le président Poutine a clairement dit qu'il était prêt à rencontrer Zelensky, à condition que cette réunion ait vraiment un ordre du jour présidentiel et ne soit pas juste une manière de s'afficher. Aucune rencontre n'est prévue, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Si vous me dites qu'il n'y aura pas de réunion pour le moment, Kirsten, c'est vous qui le dites. Et je suis vraiment désolé que vous n'écoutiez pas ce que je viens de vous dire. Aucune réunion n'est actuellement prévue, et je ne conteste pas cela, mais vous semblez ne pas vouloir comprendre que Poutine est prêt à rencontrer Zelensky dès qu'un ordre du jour sérieux, digne de ce sommet, sera proposé, ce qui est loin d'être le cas. Pourtant, dans ce but, à Anchorage, le président Trump nous a proposé plusieurs points que nous avons accepté de discuter, et sur certains d'entre eux, nous avons même convenu de faire preuve d'une certaine flexibilité. Lorsque le président Trump a soulevé ces questions lors de la réunion à Washington, en présence de Zelensky et de ses sponsors européens, il a clairement indiqué, il était très clair pour tout le monde, qu'il y a plusieurs principes que Washington estime devoir être acceptés, y compris la non-adhésion à l'OTAN, y compris la discussion sur les questions territoriales. Or, Zelensky les a tous refusés. Il a même dit non, comme je l'ai rappelé, à l'annulation de la législation interdisant la langue russe. Comment pouvons-nous rencontrer une personne qui prétend être un dirigeant, le dirigeant d'un pays qui est le seul pays sur Terre à avoir interdit une langue ? Sans compter que c'est l'une des langues officielles de l'ONU. En Israël, la langue arabe n'est pas interdite. En Palestine et dans d'autres pays arabes, l'hébreu n'est pas interdit. Mais l'Ukraine fait tout ce qu'elle croit utile pour promouvoir son agenda russophobe et nazi auprès des Occidentaux. Ceux-ci semblent toujours très préoccupés de droits de l'homme lorsqu'ils débattent avec nous. Pourtant, en ce qui concerne l'Ukraine, les mots « droits de l'homme » n'ont jamais été utilisés depuis toutes ces années qui ont suivi le coup d'État qu'ils ont soutenu en 2014. Alors, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, continuons. Rencontrons-nous. Continuons d'avancer. Mais non, nous ne pouvons pas nous rencontrer juste pour ajouter une photo au pressbook de Zelensky et qu'il puisse ainsi prétendre que maintenant sa légitimité est reconnue. La légitimité, c'est une autre affaire. Et peu importe quand cette réunion pourra avoir lieu, elle doit être préparée. La question de savoir qui va signer l'accord du côté ukrainien est en revanche une question très sérieuse. Vous dites donc que vous ne voyez pas le président Zelensky comme le dirigeant légitime de l'Ukraine. Non, le président Poutine ne le reconnaît pas comme le dirigeant légitime de l'Ukraine, nous le reconnaissons de facto comme le chef du régime de Kiev. Et à ce titre, nous sommes prêts à le rencontrer. Mais lorsqu'il s'agit de signer des documents juridiques, non. Vous voulez avoir une vue d'ensemble, pas juste les détails qui vous intéressent. Lorsque nous arriverons à un stade où nous devrons signer des traités, nous aurons besoin d'une approbation très claire de la part de toutes les parties sur le fait que les signataires sont institutionnellement légitimes. Or, selon la constitution ukrainienne, M. Zelensky ne l'est pas pour le moment. Eh bien, il est le président démocratiquement élu. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, continuons d'avancer. Le président Trump a déclaré au président français Macron cette semaine « Je pense que Poutine veut conclure un accord avec moi ». Est-ce exact? Le président Poutine veut-il conclure un accord avec le président Trump?
Eh bien, je ne me lancerai pas dans un exercice sémantique là-dessus. Le président Poutine a été invité par le président Trump. Il a visité l'Alaska. Ils ont eu une réunion très importante à Anchorage. Ils ont discuté des modalités pratiques, pas seulement de qui rencontrerait qui et du type de diffusion qui en serait fait. Ils ont discuté des réalités comme la sécurité et la violation des intérêts de sécurité russes, qui est l'une des causes profondes de cette situation. Et cela fait suite à de nombreuses années de mensonges, depuis qu'à partir de 1990 et à maintes reprises, on nous a promis que l'OTAN ne s'élargirait pas. Et les organisations mondiales ont soumis des documents que j'ai cités, affirmant que personne ne peut dire qu'aucune organisation ne doit revendiquer la supériorité en Europe. Alors que l'OTAN a fait exactement le contraire. Donc, la Russie a présenté à plusieurs reprises, notamment en 2008, des garanties de sécurité que nous avons suggéré de signer dans le cadre d'un pacte entre la Russie et l'OTAN. Cela a été ignoré, et encore ignoré en 2021. C'est ce qui nous a contraints à lancer l'opération militaire spéciale. Nous avons même suggéré 2 traités, l'un entre la Russie et les États-Unis et l'autre entre la Russie et l'OTAN. Cela a également été ignoré d'une manière très, je dirais, arrogante. Blinken, qui était secrétaire d'État à l'époque, m'a dit lorsque nous nous sommes rencontrés à Genève en janvier 2022, « Oubliez ça, nous pouvons discuter de certaines limites sur les armes que nous, l'Occident, fournirons à l'Ukraine, mais l'adhésion à l'OTAN n'est pas sujette à discussion avec qui que ce soit. » Quand je lui ai dit que cela violait carrément le principe de sécurité mutuelle, il m'a répondu que la sécurité indivisible dans le code criminel est une position politique. Pourtant, une déclaration politique signée conjointement par des dirigeants est, je pense, quelque chose que par simple décence, par décence diplomatique et politique, vous devez respecter. D'accord. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous avons beaucoup de choses à voir. Alors je veux continuer à avancer. Cette semaine, la Russie a bombardé une usine américaine près de la frontière hongroise. J'ai parlé à des gens qui voient franchement cela comme une gifle au président Trump et à l'ensemble du processus de paix, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais que ceux qui sont sincèrement intéressés à comprendre ce qui se passe devraient savoir, depuis le temps, que jamais la Russie n'a délibérément cité des sites qui ne soient pas liés aux capacités militaires de l'Ukraine. C'est vrai, mais c'est une usine d'électronique, monsieur, c'est une usine d'électronique. J'ai parlé à des gens sur place, elle fabrique des machines à café parmi d'autres appareils électroniques. Ce n'est pas un site militaire. Eh bien, je veux bien croire que certaines personnes soient assez naïves pour que lorsqu'elles voient une machine à café dans une vitrine, elles croient que c'est l'endroit où ces machines à café sont fabriquées. Mais nos services de renseignement disposent de très bonnes informations et nous ciblons uniquement, comme je l'ai dit, les entreprises militaires, les sites militaires ou les entreprises industrielles directement impliquées dans la production d'équipements militaires pour l'armée ukrainienne. En revanche, je ne me souviens pas d'avoir entendu une quelconque inquiétude de la part des médias occidentaux concernant les activités des forces armées ukrainiennes, par exemple quand ils ont envahi la région de Koursk il y a 1 an et bombardé là où il n'y avait pas la moindre cible militaire. Toutes les cibles qu'ils y ont frappées quotidiennement étaient civiles. Ils y ont d'ailleurs pris des otages civils qui n'avaient rien à voir avec le conflit.
Ils ont récemment entrepris la troisième tentative de faire exploser le pont de Crimée. Ils ont attaqué il y a quelques jours une autre centrale nucléaire. Ils ont attaqué celle de Zaporijjie. À présent, ils essaient d'attaquer la centrale nucléaire de Smolensk et continuent à commettre des attentats terroristes. Il n'y a pas d'autre moyen de les qualifier. Alors, mon Dieu, vous semblez croire que s'il y a du capital américain, hongrois, allemand ou de quiconque dans une entreprise qui est utilisée pour produire des armes, pour tuer des Russes, vous imaginez que cela confère l'impunité à ceux qui fabriquent des armes pour nous tuer? Ça ne me semble pas être une crainte très sincère, je dirais plutôt impérialiste. Oui. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, juste pour confirmer, vous confirmez donc que la Russie a effectivement ciblé et attaqué l'entreprise américaine qui a été frappée cette semaine. Vous auriez dû enseigner dans une de nos universités soviétiques parce que vous venez de déformer de manière très intéressante ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'avais confirmé cet incident, je n'en ai même jamais entendu parler. Je viens de poser la question rhétorique suivante. Croyez-vous que s'il existe une entreprise qui produit des armes et qui fait partie de la machine militaire ukrainienne, destinée à produire des choses pour tuer des citoyens russes, et simplement parce que cette entreprise a des capitaux américains, elle devrait être immunisée? C'était la question. Je n'ai pas entendu parler de votre épisode. Et si vous pouvez m'envoyer des éléments documentant sérieusement cet incident, auquel vous avez fait référence, je les examinerai. D'accord, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le président Trump a dit qu'il pense que le président Poutine veut mettre fin à la guerre. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la paix, pourquoi ne pas accepter le cessez-le-feu que le président Trump vous a demandé? Décidément, nous revenons encore et encore au même problème. Encore une fois, nous larguons des bombes sur des cibles directement impliquées dans la construction de la machine militaire ukrainienne, ciblant les civils russes et poursuivant la guerre que les Ukrainiens ont initiée à l'instigation de l'administration Biden, des Européens, de ceux qui ont soutenu le coup d'État de 2014, provoquant une guerre civile de sécession et qui ont contribué de tout faire pour instrumentaliser l'Ukraine, pour prétendument contenir la Russie, proclamant d'ailleurs il y a déjà quelques années que l'Ukraine était un instrument pour infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie. Alors j'ai donné des exemples de ce que nous faisons et vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Si vous pouvez nous fournir une preuve que nous avons frappé une cible civile, sans discrimination, une cible non liée à la machine militaire de l'Ukraine, nous l'examinerons honnêtement et sérieusement. Je pense que c'est moi qui devrais alors vous interviewer. Mais les faits, monsieur le ministre des Affaires étrangères, les faits concernant les Ukrainiens frappant délibérément des cibles civiles sont nombreux et sont publiquement disponibles parmi les informations attestées et vérifiables que nous diffusons à la communauté internationale. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, voici les faits. Près de 50 000 civils ont été tués ou blessés dans cette guerre. La Russie a frappé des maternités, des églises, des écoles, des hôpitaux et un jardin d'enfants la semaine dernière. Donc, l'armée russe est terrible, elle cible des civils. Lesquels? NBC est une entreprise respectable, donc je présume que vous êtes responsable des propos que vous diffusez.
Je vous demande donc de nous faire parvenir, ou de publier, les informations précises auxquelles vous venez de faire référence, car nous n'avons jamais attaqué des cibles civiles du type de celles que vous avez citées. Vous mélangez peut-être les informations, car il est vrai et vérifiable qu'un certain nombre d'églises ont été délibérément frappées par le régime ukrainien et un certain nombre d'établissements civils russes. Mais qu'en est-il de vos propres actions, Monsieur le ministre des Affaires étrangères? Écoutez, nous tournons en rond. Je vous ai déjà dit ce que nous avons mentionné à plusieurs reprises. Nous ne ciblons jamais les sites civils, nous attaquons seulement les sites qui nous sont directement impliqués dans la machine militaire ukrainienne que l'Occident essaye de pérenniser. Et si vous avez une simple preuve vérifiable, certifiée, contradictoire de ce dont vous venez de parler à propos des églises, des jardins d'enfants, des écoles, etc., je vous mets au défi de la rendre publique. Bien sûr. Faites-le rendre public avec les dates, les adresses, etc. Comme je l'ai dit, nous sommes NBC, une agence de radiodiffusion très réputée, et c'est absolument tout à fait public. Selon notre ministre des Affaires étrangères, tout cela est documenté et nous disposons de certaines informations spécifiques. Lorsque vous faites de telles affirmations, toutes les informations sont accessibles au public. Nous avons des journalistes sur le terrain qui ont vu ces frappes de leurs propres yeux. Je voudrais néanmoins continuer et parler des garanties de sécurité. Une question que vous avez soulevée cette semaine, et vous avez déclaré ici même aujourd'hui que la Russie devrait avoir le pouvoir de rejeter toute garantie de sécurité pour l'Ukraine. Non, ne dites pas ça. Pourquoi? Laissez-moi juste poser la question. Ne jouez pas, ne faites pas votre Zelensky. Écoutez ce qu'on vous dit. Soyez une journaliste honnête. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, laissez-moi juste poser ma question. Je réponds à votre question. Je n'ai pas encore posé ma question. Pourquoi le pays qui bombarde l'Ukraine devrait-il être partie prenante de la sécurité de l'Ukraine? Pourquoi le pays et les pays qui ont préparé le coup d'État anti-russe en Ukraine, qui ont bourré l'Ukraine de leurs armes pour attaquer le territoire russe, les pays qui ont soutenu son régime nazi, interdisent-ils les droits de l'homme qu'ils sont tenus de respecter en vertu de la Charte des Nations Unies et de toutes les conventions reconnues? Pourquoi devrions-nous avaler tout cela? Je vous l'ai expliqué. Je n'ai donc jamais dit que la Russie devait avoir un droit de veto sur les garanties de sécurité, mais que les garanties de sécurité, pour avoir un sens, doivent faire l'objet d'un consensus entre les parties concernées. Je vous ai rappelé qu'il a été accepté par nous que les Ukrainiens aient présenté en avril 2022 un document qui visait et aurait pu mettre fin à cette guerre et qui commençait par proclamer que l'Ukraine allait être neutre, indépendante de tout bloc et non nucléaire. Au fait, cette déclaration, cet engagement de ne pas posséder d'armes nucléaires, de ne pas être membre de blocs militaires et de conserver un statut neutre, c'était l'essence même de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en 1990. Et c'est précisément en se fondant sur cette proclamation, qu'il ne serait jamais membre de l'OTAN, qu'il n'aurait jamais d'armes nucléaires et qu'il serait neutre, qu'ils furent reconnus comme un État indépendant. Donc si vous pensez sérieusement que la Russie doit être marginalisée dans des négociations portant sur sa propre sécurité à ses frontières, et que c'est pour vous quelque chose de naturel et de normal, alors je suis désolé, il y a quelque chose qui cloche dans la philosophie de votre chaîne. Juste oui ou non, parlez-vous de bottes russes sur le terrain ou en Ukraine, dans cette région? Il y a des bottes russes sur le terrain, comme vous dites, parce que ce terrain a été dégradé. Vous savez, il a été transformé en une forteresse visant ouvertement à infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie.
Les bottes russes sur le terrain ne sont pas là pour protéger le terrain, mais pour garantir que ce terrain n'habitera jamais plus d'armes capables d'atteindre le territoire russe. La présence de bottes russes pour protéger ce terrain est due au fait que ce territoire est celui où, depuis des centaines et des centaines d'années, des Russes ethniques et des russophones ont vécu. Ils ont effectivement historiquement fondé ces terres. Ils ont historiquement développé la culture russe, la langue russe, et ils y ont assumé l'histoire russe. Et quand tout cela a été interdit après un coup d'État aussi sanglant, nous n'avions pas d'autre choix que de défendre ce peuple contre le régime brutal et ouvertement bandériste. Et les preuves que le régime est noyauté par des bandéristes nazis sont nombreuses, attestées même par la presse occidentale. Et j'espère qu'un jour, vos correspondants pourront venir nous rendre visite et voir ce qui se passe avec la glorification des criminels de guerre, des collaborateurs d'Hitler promus héros nationaux, etc. Le président Trump est au pouvoir depuis 7 mois et les attaques contre l'Ukraine ont doublé depuis. Si le président Poutine affirme que la guerre n'aurait pas commencé sous une présidence de Trump, et si tel est le cas, pourquoi s'intensifie-t-elle sous la présidence de Trump ? Écoutez, c'est devenu une tradition, pour certaines chaînes de diffusion, de bêtifier pour occulter la réalité des choses. Lorsque le président Trump a déclaré que la guerre n'aurait pas eu lieu s'il avait été président à l'époque, cela signifie, à mon avis, que les Américains n'auraient pas préparé, financé et organisé le coup d'État pour renverser le président légitime de l'Ukraine en 2014, alors même qu'un accord avait été conclu la veille entre le président de l'époque, Yanukovych, et l'opposition. Un accord garanti par l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Pologne, etc. Et le lendemain matin, l'opposition a rompu cet accord qui prévoyait de créer un gouvernement d'unité nationale et d'organiser des élections anticipées, ce que le président légitime avait accepté. L'opposition avait signé cela. L'Union européenne l'a garanti. Et le lendemain matin, il y a ce coup d'État, et au lieu d'un gouvernement d'unité nationale, l'opposition a proclamé avoir créé le gouvernement des vainqueurs. Avez-vous simplement entendu parler de ça? Je n'en ai pas l'impression. Ils ont immédiatement déclaré, lorsqu'ils ont pris le contrôle de tous les bâtiments gouvernementaux, que leur première action serait d'annuler le statut de la langue russe, et ils ont envoyé des groupes militaires pour prendre d'assaut le Parlement de Crimée. C'est ainsi que tout a commencé, et déclenché la sécession des régions russophiles, la demande d'aide, puis d'intégration à la Russie, et la suite. Je ne pense donc pas que le président Trump, avec sa focalisation affichée sur le MAGA, sur les intérêts nationaux des États-Unis et sur le bon sens, s'impliquerait jamais dans la préparation d'un tel coup d'État contre un président légitime dans n'importe quel pays, y compris l'Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas... Non, je réponds à votre question. Pourquoi avons-nous pensé que le président Trump aurait pu éviter cette situation ? Je vous ai répondu. Mais je voudrais vous demander ce qui se passe sur le terrain en ce moment. Les attaques contre l'Ukraine ont doublé depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump. Si le président Poutine a tant d'estime pour le président Trump, pourquoi prend-il des mesures qui compromettent ses efforts pour la paix ? Le président Poutine a du respect pour le président Trump. Il respecte la préoccupation du président Trump focalisée sur les intérêts nationaux des États-Unis, les intérêts nationaux et le bien-être et le patrimoine historique du peuple américain. Et je n'ai aucun doute que le président Trump respecte cette même attitude de la part du président Poutine pour protéger les intérêts nationaux de la Russie, pour protéger les intérêts fondamentaux des citoyens russes, y compris le droit d'être une nation qui a une histoire très riche, des traditions très riches, et qui a le devoir, si vous pouvez le comprendre, de soutenir ceux qui partagent les valeurs de la langue russe, du monde russe.
Savez-vous que les États-Unis ont lancé, c'était au siècle dernier, une attaque militaire contre le Guatemala ou autre pays d'Amérique centrale? Je crois parce qu'un citoyen américain, un journaliste américain, avait été agressé physiquement et cela n'a jamais suscité de questions dans les médias américains. Nous protégeons ces millions de personnes d'origine russe et russophones qui voulaient rester citoyens ukrainiens, mais que les dirigeants qui ont pris le pouvoir en Ukraine ont déclaré terroristes. Zelensky, bien avant l'opération militaire spéciale, dans une interview à un média occidental, a même déclaré que ceux qui combattent le régime parce qu'ils pensent que le régime ne défend pas leurs intérêts depuis le coup d'État, ce ne sont pas des gens, ce sont des spécimens autres, des aliens. Et il a ajouté que si vous croyez qu'en vivant en Ukraine, vous pouvez vous revendiquer de la culture russe, de l'histoire russe, alors pour le bien et la sécurité de vos enfants et petits-enfants, quittez l'Ukraine et allez en Russie. Est-ce le genre de valeurs démocratiques que les Américains soutiennent? Permettez-moi, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de vous poser une question sur une déclaration du président Poutine en juin. Il a déclaré, je cite, « Je considère que les peuples russes et ukrainiens forment une seule nation. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Le président Poutine croit-il que l'Ukraine a le droit d'exister ?» Non, ce n'est pas vrai. L'Ukraine a le droit d'exister sans apartheid ni discrimination des gens qu'ils ont qualifiés de terroristes, d'aliens. Et qui, lors de plusieurs référendums en Nouvelle-Russie, au Donbass, en Crimée, ont de ce fait assumé qu'ils appartenaient à la culture russe, alors que le gouvernement qui est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État était déterminé en priorité à exterminer tout ce qui était russe. Mais comme vous le savez aussi, un certain nombre de ces personnes ne voulaient pas que la Russie envahisse. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, reconnaissez-vous que la Russie a envahi l'Ukraine? Eh bien, la démocratie, c'est donner aux gens que vous connaissez la possibilité de voter. Le peuple a voté, les gens se prononcent et cela a commencé en Crimée. La Russie a-t-elle envahi l'Ukraine, Monsieur le ministre des Affaires étrangères? La Russie a lancé une opération militaire spéciale pour défendre les personnes que Zelensky et son prédécesseur ne considéraient pas comme des êtres humains, mais comme des espèces étrangères nuisibles. Vous devriez étudier, vous devriez vraiment vous renseigner. Je comprends que vous ayez besoin de quelque chose à vendre aujourd'hui, mais quand vous soulevez et abordez des choses aussi sérieuses, ma suggestion est de jeter un œil à l'histoire et au passé ukrainien après le coup d'État de 2014. J'ai du matériel, mais c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, reconnaissez-vous que la Russie a envahi l'Ukraine? Je vous ai dit que nous avons lancé une opération militaire spéciale pour les protéger. Alors oui, nous sommes intervenus à leur demande pour protéger les gens que le régime a déclarés terroristes et ennemis et que le régime bombardait. Écoutez, une chose à propos des faits que vous m'avez demandé à propos des églises et autres lieux prétendument bombardés par la Russie. Une chose très directe, la plus simple du monde et que je demanderai à une journaliste comme vous, si vous êtes professionnellement fier de ce que vous faites. En 2022, lorsqu'un accord a été négocié à Istanbul, les Britanniques et l'administration Biden ont interdit au régime ukrainien de soutenir cet accord. Il y a eu un incident à Boutcha à ce moment-là, dans la banlieue de Kiev, quand, en signe de bonne volonté, pour que l'accord que j'ai mentionné se concrétise, les Russes se sont retirés de cette partie du territoire ukrainien, cet endroit appelé Boutcha. Il a alors été investi par les autorités ukrainiennes et le maire de Boutcha passa aussitôt à la télévision pour dire que les Ukrainiens étaient de retour dans sa ville.
Et c'est 2 jours plus tard qu'une équipe de la BBC a montré des images de la rue centrale de ce même Boutcha, avec des corps, des dizaines de corps allongés théâtralement là où il n'y avait rien la veille, après le départ des Russes. Les Européens ont pourtant immédiatement accusé la Russie et introduit un nouveau paquet de sanctions. Depuis lors, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse à notre demande officielle de nous communiquer leurs enquêtes sur ce qui s'est réellement passé là-bas, 3 ans et demi plus tard. J'en viens à NBC. À plusieurs reprises, lorsque j'étais à New York pour les sessions de l'Assemblée générale, j'ai rencontré les médias, y compris les correspondants de NBC, et j'ai dit que cet incident de Boutcha avait été monté pour augmenter les tensions contre la Russie dans cette situation. Pouvez-vous, et nous avons demandé au secrétaire général des Nations Unies d'y forcer d'autres organisations, pouvez-vous vous assurer que les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC aient simplement été rendus publics? J'ai encore posé la question l'année dernière. J'ai demandé lors de ma conférence de presse aux correspondants de l'ONU, normalement les journalistes sont très intrusifs, ils aiment connaître les faits, pouvez-vous lancer une enquête journalistique? Pouvez-vous exiger que les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC soient rendus publics? Je pense donc que ce serait également un cas intéressant à éclaircir pour NBC. Très bien, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je comprends qu'il y a beaucoup d'histoires. Nous voulons parler de ce qui va se passer ensuite, et je veux parler de ces discussions. Il y a des rapports dans le cadre de l'accord de paix. La Russie exige le contrôle de tout le Donbass, même si une grande partie de cette région reste encore sous contrôle ukrainien, et elle veut geler le reste des lignes de front. Est-ce là ce que demande la Russie? Nous l'avons expliqué lors de nos réunions avec le président Trump et d'autres responsables américains. Nous avons expliqué les objectifs de l'opération militaire spéciale. En fait, nous les avons expliqués publiquement à tout le monde, mais apparemment NBC n'écoutait pas attentivement. Nous avons des objectifs et ils seront atteints. Les objectifs sont d'éliminer toute menace visant la sécurité de la Russie provenant du territoire ukrainien, de protéger les droits des Russes ethniques et des russophones qui jugent appartenir à la culture et à l'histoire russe, et la seule façon de les protéger contre ces régimes fascistes est de leur donner le droit d'exprimer leur volonté. Ils l'ont fait en 2014 en Crimée, en 2022 dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, puis dans les régions de Kherson et de Zaporijjie. Il s'agit donc de la mise en œuvre de l'objectif de l'opération militaire spéciale, basée sur le respect du discours des Nations Unies qui proscrit au nom des droits de l'homme toute discrimination dans quelque domaine que ce soit, y compris les droits linguistiques et religieux, ce qui est le cas du régime ukrainien. Et puis bien sûr, pour que ce soit bien clair, comme je l'ai dit, l'Ukraine doit rester neutre, doit rester en dehors de tout bloc militaire et doit rester dénucléarisée. Ce sont les pierres angulaires de la déclaration d'indépendance de 1990 et ce sont les principes qui ont permis de reconnaître l'Ukraine comme un État indépendant. Vous avez dit qu'il ne fallait pas entrer dans cette histoire. Mais nous ne voulons pas oublier l'histoire, car tout ce qui se passe actuellement s'explique par des origines qui remontent déjà à plusieurs décennies, lorsque l'Occident développait l'OTAN, amenant sa soldatesque directement aux frontières russes et fourbissant l'Ukraine comme instrument de son obsession de vaincre enfin la Russie sur le champ de bataille. D'accord. Eh bien, en parlant d'histoire, la Russie faisait partie du mémorandum de Budapest de 1994 qui garantissait la sécurité de l'Ukraine. Mais la Russie a violé cet accord lorsqu'elle a envahi l'Ukraine en 2014. Pourquoi devrait-on confier à la Russie la sécurité de l'Ukraine et un accord de paix? Avez-vous lu le mémorandum de Budapest? Oui.
Que dit-il? Il existe un accord de sécurité entre un certain nombre de pays, dont vous et l'Ukraine, interdisant d'envahir un autre pays, et c'est pourtant exactement ce que vous avez fait. Non, vous ne l'avez pas lu, à ce qu'il me semble. Le mémorandum de Budapest a été signé par l'Ukraine, et celle-ci a renoncé à ses armes nucléaires, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. C'était un élément essentiel. Puis-je vous répondre? L'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires, exactement. Et il y a eu le mémorandum qui garantissait la sécurité de l'Ukraine comme celle de tout autre État non nucléaire, et les obligations légales des États nucléaires, lorsqu'ils donnent des garanties aux pays non nucléaires, sont de ne pas attaquer ou utiliser des armes nucléaires contre des États non nucléaires. Nous n'avons jamais accepté de fournir la sécurité à l'Ukraine après le coup d'État sanglant et illégal qui a porté au pouvoir des militants ouvertement racistes sous des slogans anti-russes. Lorsqu'ils ont déclaré avoir changé leur constitution. Désormais, leur constitution stipule qu'ils seront membres de l'OTAN. Maintenant, Zelensky, je crois le 22 janvier, disait que c'était une erreur de rejeter les armes nucléaires et qu'il pourrait envisager d'en avoir à nouveau. Ce n'est pas quelque chose que nous avons garanti dans le mémorandum. Et à part ça, attendez une seconde, s'il vous plaît. Le mémorandum de Budapest était accompagné d'une déclaration des participants signée par ceux qui ont signé ce mémorandum, stipulant que tous les participants, y compris l'Ukraine, respecteraient les droits de l'homme et les principes de l'OSCE. Respecterait les droits de l'homme et les principes de non-agression, etc., qui ont été gravement violés par ceux qui ont pris le pouvoir en Ukraine en février 2014, avec l'aide des États-Unis, lorsque Victoria Nuland a fièrement déclaré que vous aviez finalement dépensé 5 milliards de dollars, mais que vous aviez obtenu ce que vous vouliez. Elle a dit cela après le coup d'État. D'accord, monsieur, mais c'est attesté, c'est historique. Je veux juste être très clair. La seule concession que la Russie propose est de ne pas envahir le reste de l'Ukraine. Est-ce là votre concession? Non, nous ne parlons pas en ces termes. Nous n'avons aucun intérêt pour les territoires. Nous avons le plus grand territoire de la planète. Ce qui nous préoccupe, contrairement à ceux qui ont prétendu que c'était une invasion, ce qui nous préoccupe, ce sont les gens qui vivent sur ces terres et dont les ancêtres y ont vécu pendant des siècles et des siècles. On fondé des villes, on construit des usines, des ports, on développé l'agriculture. Et ces gens en sont maintenant rejetés comme étrangers malfaisants. L'Ukraine affirme défendre la cause de ces gens qui vivent sur ces terres et qui ont été tués par des bombes russes, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais le primitivisme de vos questions m'accable. Et vous répétez encore et encore la même et unique question. Donc, je vous ai demandé de bien vouloir m'envoyer la liste de ces églises, la liste de ces jardins d'enfants, s'il vous plaît. Et je vous enverrai des informations factuelles sur la façon dont seule l'armée ukrainienne combat des civils. Je vous donne l'exemple de la région de Koursk. Il n'y avait aucun site militaire en jeu, pourtant il y a même eu des attaques terroristes sur les trains de voyageurs, dont vous ne parlez jamais. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la réalité est que la plupart de ces événements ont été retransmis sur notre télévision. Nous avons des journalistes sur les terrains. Je vous enverrai également une liste, mais le fait est que le monde a vu de ses propres yeux les gens être tués dans toutes ces régions qui ont été reprises par les troupes russes. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Laissez-moi vous demander. Non,
Vous devez savoir que de nombreuses de ces images prétendant montrer que des civils ukrainiens étaient attaqués par les Russes se sont avérées avoir été prises en Irak il y a 10 ou 20 ans, et ainsi de suite. Alors ma question en retour est la suivante. Croyez-vous que la politique de NBC prévoit l'acceptation de l'extermination légale d'une langue dans n'importe quel pays? Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je voudrais simplement vous demander si lorsque vous avez atterri en Alaska, en portant un sweatshirt de l'URSS, envoyez-vous un signal indiquant que la Russie souhaite rétablir l'ancienne Union soviétique? Non, nous sommes nés en Union soviétique. Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises que ceux qui ne regrettent pas ce qui est arrivé à l'Union soviétique n'ont pas de cœur, mais que ceux qui veulent restaurer l'Union soviétique n'ont pas de cerveau. C'est une affirmation tout à fait correcte. Nous avons reconnu toutes les anciennes républiques soviétiques comme des États indépendants. Nous développons des relations avec eux en tant qu'États pleinement indépendants. Mais quand des pays comme l'Ukraine commencent à exterminer physiquement et institutionnellement tout ce qui est russe, c'est comme si, voyez, dans un pays comme le vôtre, la langue anglaise était interdite, l'histoire était interdite, l'histoire du pays était interdite, et ce n'est pas le cas de l'Union soviétique. Et si vous ne vous souvenez pas de vos racines, si vous n'avez pas de souvenirs nostalgiques de votre enfance, de votre jeunesse, de votre premier amour, de vos amis, alors je ne pense pas que vous représenteriez vraiment l'humanité et les valeurs humaines. Se souvenir et chérir ce qui s'est passé dans votre vie pendant de nombreuses années n'est pas la même chose que d'essayer de prendre le contrôle militairement de l'endroit où elle s'est déroulée. Ce n'est pas vrai. La Russie et le président Poutine veulent-ils la paix? Oui. Et que dites-vous aux législateurs américains ici présents qui pensent que vous essayez de tromper le président Trump? Ce n'est pas aux législateurs ni aux médias de décider ce qui motive le président Trump. Nous respectons le président Trump parce que le président Trump défend les intérêts nationaux américains, et j'ai des raisons de croire que le président Trump respecte le président Poutine parce qu'il défend les intérêts nationaux russes. Et tout ce dont ils discutent entre eux n'est pas secret. Nous voulons la paix en Ukraine. Les autres ne veulent pas que le président Trump veuille la paix en Ukraine. Leur réaction à la réunion d'Anchorage, de ce rassemblement à Washington, de ces représentants européens, et ce qu'ils ont fait après, démontrent qu'ils ne voulaient pas la paix. Ils reconnaissent que c'est parce qu'ils ne peuvent pas admettre la défaite de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas permettre à la Russie de gagner. Ils parlent en termes de victoire, défaite, etc. Nous avons proposé à plusieurs reprises une résolution pacifique, sur une base diplomatique. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons fait échouer l'accord concret obtenu dès avril 2022. C'est Boris Johnson, et ce sont plusieurs responsables de l'administration Biden, les Français et les Allemands, etc., en personne. Mais tout le monde sait ça. Autre chose? Ce sont toutes mes questions, Monsieur le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Merci beaucoup pour votre temps, nous l'apprécions vraiment. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, nous pourrons vous voir en personne. Venez à Moscou? D'accord.
mais demandez à vos gens de pouvoir me poser des questions plus variées. Vous savez, l'histoire est importante. En cette période où beaucoup sont tentés d'utiliser la cancel culture pour obscurcir la situation ukrainienne. Oubliez le coup d'État, vous disent-ils, prétendant qu'il faut désoccuper la Crimée, car tout aurait commencé avec l'annexion de la Crimée. Quand nous leur apprenons ce qu'il en est de ce coup d'État et comment il a été promu précisément pour abolir les garanties de sécurité qu'ils prétendent à nouveau réclamer, ils nient tout ça comme un passé dépassé et prétendent se concentrer sur aujourd'hui. C'est le genre de fraude courante de la part de ceux qui ont recours à une sous-culture du déni et de l'effacement de l'histoire et rendent ainsi notre histoire contemporaine si incompréhensible, erratique et problématique. Merci beaucoup, monsieur le ministre russe des Affaires étrangères.